Bonjour à tous, bienvenue donc à ce deuxième webinaire depuis la rentrée, donc sur le design et frugalité. Donc précédemment, on avait fait un autre webinaire qui s'appelait Design et éco-conception. C'était dans le cadre de la semaine du développement durable de l'Université Paris-Saclay. Et là, en raison donc des nouvelles mesures suite au Covid-19, donc cette séance devait normalement se faire en mix présentiel et distanciel. Et finalement, on a été obligé de rester en 100% distanciel. Donc voilà, pour ce webinaire. Donc c'est pour ça que c'est exclusivement un webinaire. Donc je vais vous présenter rapidement qui nous sommes, le Design Spot, ainsi que l'Université Paris-Saclay, alors très rapidement. Et ensuite, je vous expliquerai un petit peu aussi le principe, comment on va fonctionner pour ce webinaire, pour la prise de parole, entre autres. Et ensuite, je présenterai donc Anne-Sophie, les différentes étapes de sa présentation. Et après, je laisserai la main à Anne-Sophie. Donc, l'Université Paris-Saclay s'est dotée en fait d'un centre de design qui s'appelle le Design Spot. On est une équipe de 4 personnes, voilà, où on accompagne les porteurs de projets en tout genre, universités, start-up, laboratoires, dans leur projet de design. Voilà, c'est vraiment design dans toutes les pratiques du design. Donc, ça va du design graphique au design produit, en passant par l'identité visuelle, éco-design, etc. Donc, c'est vraiment très, très large, tout ce qui est interface également. Donc, l'Université Paris-Saclay est composée de 14 établissements. Donc, c'est à la fois des établissements universitaires et à la fois des laboratoires de recherche. Donc, on est vraiment, nous, à leur disposition pour les accompagner sur toutes leurs problématiques design. Alors, où est-ce qu'on se trouve? Donc, le Design Spot se trouve sur le plateau de Saclay, donc c'est à 45 minutes de Paris. Donc, tout est en construction sur le plateau. Donc là, il y a quelques bâtiments que vous connaissez peut-être déjà, entre autres le EDF Lab. Nous, on se situe donc chez NanoInnov, voilà, au CEA NanoInnov, c'est le bâtiment en haut à gauche. Et donc, le Design Spot, c'est à la fois donc, nos missions, donc, il y en a 3, donc 2 principales. La première, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est de la sensibilisation au design. Alors pour cela, le Design Spot organise entre autres des webinaires, mais il y a aussi le prix Design et Sciences, par exemple, qui est organisé chaque année. Enfin, cette année, ça a été annulé, mais on reprendra donc l'année prochaine, donc pour des raisons à cause du Covid également. Et donc, le Design Spot a également aussi un espace donc, de coworking qu'on peut mettre à disposition. Voilà, très facilement, il suffit de nous demander. Et donc, dans ces espaces, ça nous permet aussi de faire de la sensibilisation. Ensuite, on fait vraiment de l'accompagnement. Donc là, vraiment, accompagnement design, où là, donc, quand on peut faire en interne l'accompagnement, on le fait, mais la plupart du temps, dans 80% des cas, on fait appel à des designers extérieurs. Voilà, donc en fonction de la problématique attendue, on va chercher des designers en interface, en design produit, en design graphique. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter rapidement le Design Spot et l'Université Paris-Saclay. Alors, il faut savoir que le programme donc, de sensibilisation au design court sur toute l'année. Et vous avez différentes thématiques. Donc là, c'est design et frugalité. Et dans un mois, ce sera design et stratégie. Et donc, on a un programme sur l'année qui va se compléter sur avril, mai, juin, où on n'a pas encore les thématiques, mais ça viendra très prochainement. Voilà, ensuite, on a également donc, des ateliers et ce qu'on appelle l'indispensable. Donc, les ateliers, on les a mis en stand-by jusqu'à ce qu'on puisse à nouveau se rencontrer physiquement. Et pour l'indispensable, ce sera donc en distanciel. On fera donc des sessions de sensibilisation au design, mais c'est vraiment pour découvrir ce que c'est le design. Donc maintenant, on va passer vraiment au webinaire, au sujet qui nous intéresse, donc design et frugalité. Donc Anne-Sophie Pierre, qui va se présenter un petit peu plus tout à l'heure, donc qui travaille pour Decathlon, mais aussi pour une autre structure qui s'appelle Cactus, donc pour on va dire favoriser l'innovation dans les entreprises. Donc sa présentation va se dérouler en 2 temps. Donc il y aura un premier rappel du contexte. Donc qu'est-ce que c'est l'innovation frugale? Voilà, qu'on comprenne tous ce que c'est.
Ensuite, on fera une petite pause questions-réponses. Alors, pour cela, vous avez une petite main en haut pour prendre la parole. Donc, il suffit de cliquer sur la main et ensuite, vous pourrez activer votre micro pour poser la question à Anne-Sophie. Et ensuite, on passera donc à présentation d'exemples d'innovation en lien avec la frugalité et voir quels sont les différents leviers, entre autres grâce au design, pour amener cette frugalité dans les projets. Donc Anne-Sophie, je te laisse la main et puis je te laisse te présenter peut-être un petit peu, je pense que tu as prévu. Merci Johan. Déjà, merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Comme tu l'as dit, effectivement, j'ai une casquette où je fais partie de l'équipe innovation chez Decathlon. Donc, c'est une équipe support, un peu finalement comme le Design Spot. On est accompagnateur de projets et on aide sur des compétences très, très précises. Ça peut être sur du design, sur de l'atelier, sur du financement, sur de la gestion de projet. Voilà. Et dans cette équipe, il se trouve que j'ai une particularité qui est une expertise particulière, qui est l'innovation frugale. Et puis, donc, du coup, j'ai développé une autre casquette via Cactus qui est comme un réservoir d'experts qui sont salariés et experts d'une compétence. Et puis, voilà, j'interviens dans les entreprises pour parler de la frugalité, l'innovation frugale, comment ça marche, comment on la met en place. Voilà, donc ça fait sur la frugalité, je fais ça depuis 3 ans. Voilà, et puis oui, je suis très contente de ce thème-là parce que vous allez voir, design et frugalité, il y a plein de choses à dire. Voilà. Donc déjà, alors j'essaie de passer aux stations. Voilà, très bien. Déjà, en fait, j'ai associé en fait la frugalité à l'innovation frugale. C'est des notions qui sont assez proches. Et puis, ce dessin, en fait, vous allez voir l'innovation frugale sans grand mystère, sans grand teasing. C'est une notion qui est née plutôt des pays émergents et notamment de l'Inde. Et voilà comment les Indiens la représentent. Parce que comme c'est un concept qui était assez nouveau, voilà, c'est des sages. Donc ces personnages sont des sages qui sont aveugles. Et chacun touche un morceau de l'éléphant et essaie de le décrire. Et voilà, c'est pour expliquer ce dessin que l'innovation frugale s'est associée en fait à plein d'autres concepts. Des fois, ça peut être le développement durable. Des fois, on va parler de low-tech, de système D, des makers. Des fois, on va parler de bottom-up of the pyramid. Design to cost, voilà, c'est lié en fait à plein d'autres notions et vous allez voir que dans la présentation et dans les exemples, on va mettre le doigt sur un partenaire, un concept qui est proche de ces fameuses bulles. Alors, pour moi, aujourd'hui, l'objectif là du temps de ce webinaire, c'est de partager avec vous le sens de la frugalité et bien sûr de mettre en avant le lien avec le design. Aussi de vous faire découvrir, vous allez voir ce que j'adore dans cette approche, c'est que c'est une approche alternative et aussi avec un état d'esprit qui est très positif. Donc, c'est cet état d'esprit-là qui est presque même une des clés pour réussir la frugalité et l'innovation frugale. Et bien sûr, connaître les leviers et puis impacter, j'allais dire votre vie, mais vos actions et de voir comment vous pouvez les mettre en place. Alors, ça va se passer en 3 temps. Comme l'a dit Johan, à la fin du premier temps, on va faire une petite pause. Et puis ensuite, j'enchaînerai sur des exemples et les leviers. Alors, la première partie, le contexte, c'est quelque chose de malheureusement assez banal, mais ce n'est pas des projections, ça se passe maintenant. La raréfaction des ressources naturelles, le réchauffement climatique, tout ça, ce sont des données qui impactent déjà notre façon de concevoir. Ce n'est pas le futur, c'est maintenant. Ensuite, le nouveau continent de plastique, les millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans les océans ou qui terminent dans les océans chaque année, le rapport du GIEC l'année dernière, où les océans, c'est un constat aussi, n'absorbent plus le CO2, les océans deviennent acides, les coraux meurent. En 2050, 30 à 100%, à 99% du permafrost aura fondu. Voilà, le contexte qu'on vit tous, c'est celui-là et c'est pas très gai. Donc sur la partie conception, évidemment, on fait pas l'autruche et tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Et en même temps, il y a une culture de l'innovation qui est toujours sous-jacente, notamment pour les entreprises,
pour, voilà, j'ai mis des animaux, mais le lien entre ces animaux, c'est bien sûr cette culture d'innovation, parce que face à ce contexte, on va vouloir faire bouger le mammouth, premièrement. Deuxièmement, ben, on va vouloir aller un petit peu, justement, voir en essai en bleu, sortir de la boîte, innover, faire autrement, trouver des nouvelles solutions. Et puis la petite licorne, là, c'est pour dire qu'avec les startups qui pullulent, euh, l'éco-innovation, c'est un vrai sujet d'innovation. Alors, je vais vous donner un petit exemple en vous proposant de vous mettre dans la peau on parlait de start-up, d'une start-up qui voudrait faire des livraisons de repas. Des livraisons de repas à domicile pour les particuliers ou pour les professionnels. Et d'habitude, je le fais en mode interactif, mais là, ça va être un petit peu compliqué. Mais quand on imagine qu'on se dit, bah tiens, on va être une start-up de plats, enfin, de livraison de repas à domicile, de qui on va pouvoir s'inspirer, comment on va pouvoir bencher le marché. Ouais, ça résonne. Donc, les questions qui viennent habituellement, c'est ça. Ça résonne. C'est bon. Ok, merci, désolé. Voilà, les réponses en fait qui viennent, ben, c'est un peu la digitalisation du parcours. Je vais voir le livreur, où est-ce qu'il en est, combien de temps il lui reste, ma préparation, elle en est où, etc. Et en innovation frugale, on va s'inspirer d'eux. Donc, ces deux personnes, ce sont des Indiens. C'est un système de livraison de repas indien qui existe depuis plus de 100 ans, 125 ans. Il s'appelle les Dabbalwala. Il y a d'ailleurs un film qui s'appelle le Lunchbox sur leur histoire. Donc, c'est un abonnement qui coûte 800 roupies, donc ça fait 11 euros. Et pour ce prix-là, on vous livre le repas directement sur votre lieu de travail. Il y a aussi quelque chose de très culturel, c'est que les Indiens ont l'habitude de manger des repas qui sont préparés par leur caste. Et ces Dabawala-là, eux, dans leur caste, c'est la deuxième caste dans l'ordre hiérarchique. Donc pour eux, c'est presque une action, je vais presque dire religieuse, mais c'est un rituel en fait d'apporter le repas aux autres. C'est vraiment basé sur la confiance. C'est pas le même Dabawala qui prend le repas et qui vous le livre au bureau. C'est un système qui est organisé d'une façon très complexe. Il y a du train, ils sont à pied, enfin, c'est vraiment très complexe. Mais ce qui est sidérant, c'est le nombre d'erreurs. Donc, pour 1 million de repas servis, il y a 2,4 erreurs de taux d'erreurs de livraison. Donc, le MIT leur a proposé d'ailleurs de numériser leur parcours et eux, ils ont dit non parce qu'ils voulaient rester dans cette chose assez, cet effet un peu rituel de livrer le repas. Donc, en tout cas, c'est une vraie inspiration d'essayer de s'inspirer de choses comme ça très ancestrales et très fiables sur un exemple tout bête qui est la livraison de repas. Donc voilà, on tourne un petit peu autour de la notion. J'ai pris une autre notion qui est plutôt dans le domaine de l'art. Quand on dit frugal, souvent on pense à un repas frugal. Et d'ailleurs, la peinture n'y fait pas exception. Ici, vous avez des Picasso ou Émile Friand qui ont fait des peintures notamment qui s'appellent le repas frugal. Frugal, l'origine du mot, en fait, c'est fruit. C'est quelque chose qui vient de la terre et en gros, c'est nécessaire. C'est le juste nécessaire pour être bien. Donc, c'est sans le superflu, mais c'est assez robuste en fait comme repas. Donc voilà pour le domaine artistique. Maintenant, pour revenir à la conception et notamment avec l'innovation, s'il y a un truc à retenir sur l'innovation frugale, sur ce que ça veut dire, c'est ce slide-là. L'innovation frugale, c'est ça, c'est faire mieux avec moins pour plus de personnes. Donc vous avez cette pyramide inversée parce que pour l'innovation frugale, il y a un caractère vraiment d'utilité presque sociale qui est de dire on va rendre accessible quelque chose qui ne l'était pas pour vraiment les personnes en bas de la pyramide qui ont des besoins presque primaires et donc prioritaires. Et on va le faire mieux qu'avant. Donc la solution, elle va être mieux. Avec moins, c'est dans le sens moins de ressources, avec moins d'éléments, moins de composants, moins de matière, moins d'énergie. Donc il y aura un impact sur le développement durable. Et pour plus de personnes, c'est la pyramide que je vous ai expliquée. Dans la littérature,
Celui en fait qui a initié ça, c'est Naviraju, qui est un franco-indien, qui vit maintenant aux États-Unis et qui a publié pas mal de livres sur cette notion-là. Et il parle notamment de 6 principes. Et moi, quand je lis ces principes, il y en a qui sont très proches de l'innovation. Rechercher des opportunités dans l'adversité, ça c'est de l'innovation. Penser à agir de manière flexible, ça c'est de l'innovation. Et des choses qui sont assez nouvelles, comme viser la simplicité en innovation, ça peut paraître presque paradoxal, mais c'est vraiment finalement une base de la frugalité. Suivre son cœur, c'est assez mystérieux aussi. Et intégrer les marginaux, les exclus, encore plus, en tout cas pour moi, déstabilisant. Mais voilà l'innovation frugale. Il y a une notion en fait qui est parfois associée sur laquelle aussi je veux revenir immédiatement, c'est le jugad. Jugad, J-U-G-A-A-D, c'est un mot indien et ce mot indien, il signifie le système D. Et c'est l'origine, en fait, c'est les premiers pas de l'innovation frugale. Donc, le jugad, c'est toutes les photos que vous voyez, ces choses très efficaces, mais qui ne sont pas duplicables, en fait. C'est du domaine de l'astuce, du premier proto. Quand on est étudiant, là, il fait chauffer son lait sur un fer à repasser, ok. Donc, c'est l'ingéniosité à l'état pur, mais pour les Indiens, jugad, derrière, il y a aussi cette notion de bidouille, quoi. C'est pas déployable, c'est pas un produit manufacturé, c'est pas... mais c'est déjà un pas énorme. Donc voilà pour la différence entre jugad et frugal. Maintenant, si on revient sur le concept d'innovation frugale et de conception frugale, et donc de frugalité, il y a un petit acronyme qui est pas mal pour essayer de se souvenir, c'est quoi un produit frugal, par exemple. Donc, c'est un produit qui est fonctionnel, robuste, user-friendly. Donc, ça, personnellement, moi, je trouve que si vous êtes très proche du design, c'est quelque chose qui est assez habituel finalement. Si on n'a pas ces 3 piliers-là, le produit, la solution, on ne la sort pas. Ce qui est nouveau, c'est la partie GAL. Le G, il a 2 interprétations. Soit on peut dire green, dans le sens où il améliore l'impact sur l'environnement, mais aussi growing, growing dans le sens de progrès. On donne un progrès aux personnes. Affordable, puis local, cette notion de local, soit d'utilité locale, soit de la solution locale, soit les matières sont locales. Donc en résumé, en fait, qu'est-ce qu'elle apporte une solution dite frugale? Il y a ces 3 points aussi qui sont très importants, donc ce slide-là, il est aussi très important. La solution frugale, elle améliore la solution précédente, donc c'est le faire mieux. Elle baisse l'impact environnemental, excusez, il y a une petite faute d'orthographe, donc on fait avec moins. Et elle permet la résilience des personnes. Donc là, on touche presque sur la pyramide de Maslow à des besoins et des usages qui sont primordiaux. Un exemple là avec un yaourt qui s'appelle Shakti et qui a été fait par Danone. Donc depuis, ils ont fondé la Gramine Danone. Ce yaourt, il a émergé en 2006-2007. Et en fait, le constat, c'était lutter contre la malnutrition des enfants, surtout au Bangladesh. Mais le problème, et Danone, c'est bien sûr des produits laitiers, mais les produits laitiers, ils ont besoin d'être réfrigérés. Donc là, ils ont sorti un yaourt qui n'a pas besoin en fait d'aller au frigo et qui couvre plus de 70% des besoins des enfants en produits laitiers. Les caractéristiques de cette solution, c'est qu'elle a été vertueuse sur tous les maillons de la chaîne. C'est là où le dernier point sur la résilience des personnes, c'est que comme il n'y a pas besoin de réfrigération, ils ont été aussi la portée au plus près des personnes. Donc ils ont fait travailler les exploitations agricoles locales, les distributeurs aussi locaux. Il y a plein de femmes qui se sont mis à distribuer, parce qu'il n'y a pas besoin de frigo, mais en gros, il ne faut pas que ce soit non plus à trop forte température. Donc du coup, ça a développé tout un système de supply, j'allais dire, de logistique avec des glacières, et donc ça a donné du travail à des conducteurs ambulants, des femmes qui distribuent et qui ont un revenu en distribuant ce yaourt. Donc voilà un exemple. J'ai peut-être été trop vite.
Mais voilà pour ce qui est la définition, un petit peu le sens de l'innovation frugale et de la frugalité. Non, mais écoute, je trouve ça bien. Enfin, oui, effectivement, ça a été rapide, mais je pense qu'il n'y avait pas besoin d'en dire plus pour qu'on comprenne. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment cette notion de frugalité. Tu vois, l'origine du mot frugalité, donc que moi, j'avais pas forcément en tête. Donc, cette idée voilà, que ça vient de la terre, le fruit, et du coup, l'idée, c'est de subvenir à nos besoins, à nos justes besoins. Voilà. Et pas être dans la surenchère ou dans quelque chose qui… Il y a un contresens qui est très important aussi selon moi, et j'essaie de me battre contre ça, c'est que frugal en anglais, le problème, c'est que frugal en anglais, ça veut dire économe. Et donc parfois on dit, bah tiens, on va faire un truc, ça va être la frugalité, et donc on réduit votre budget et débrouillez-vous, il faut faire mieux avec moins d'argent. Alors que la frugalité et l'innovation frugale, c'est pas ça. Ok, donc ça, on pourra poser des questions justement par rapport à ton expérience chez Decathlon, puisque ce qui est intéressant, c'est aussi toi, ton expérience dans une grosse entreprise qui, justement, si elle entend le mot frugal, va plutôt se dire, oui, effectivement, on va faire mieux avec moins de budget. Donc, on est facilement tenté de prendre voilà, de prendre ça pour argent comptant. Après, alors, si des personnes ont des questions, n'hésitez pas. Normalement, vous devez pouvoir appuyer sur la petite main pour lever la main. Normalement, vous devez la voir. Et puis ensuite, voilà. Donc, il y a Frédéric Beauvry, donc, à qui je peux. Donc, je vais vous donner. Vous pouvez activer votre micro normalement. Voilà. Donc, vous pouvez parler. Frédéric, c'est à vous. Je ne vous entends pas. Alors, peut-être qu'il faut que je vous donne la main. Non. Alors, c'est un peu gênant. Je ne vous entends pas du tout. Donc, il y a un problème de micro peut-être. Donc, vous pouvez essayer soit de relever la main à nouveau. Je vais essayer à nouveau, mais il y a peut-être un problème de micro. Non, ça n'a pas l'air de marcher. On ne vous entend pas du tout. Désolé. Bon, sinon, si jamais, on pourra fonctionner par mail avec Anne-Sophie. Hein. Donc, alors, Frédéric Blondel, allez-y. Oui, je veux bien essayer à ce moment-là. Oui, ça marche. Parfait, Oui. merci. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Hein. Moi, je m'intéresse pas mal à l'entrepreneuriat, plus précisément à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Donc, je trouve votre approche très intéressante. J'aurais une question vraiment juste de sens parce que frugalité, je l'entends dans certains contextes. Moi, on parle plutôt de lean, dans le sens lean startup ou lean management. J'aurais voulu savoir s'il y a des liens, si vous faites des liens, si on peut préciser ces deux notions qui sont certainement voisines. J'ai vu que vous l'aviez mis au début sur l'éléphant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot supplémentaire, s'il vous plaît? Oui, alors en fait, le lean management, c'est vrai que finalement, la frugalité, c'est un des leviers du lean management. Donc, le lean management, pour moi, c'est vraiment dans un contexte d'entreprise, d'efficacité, de productivité. Et l'innovation frugale, comme c'est pour faire mieux avec moins, on va être un outil pour ne pas dégrader, en fait. C'est-à-dire que pour atteindre cette efficacité, l'innovation frugale va permettre de prioriser et de réduire les coûts, on va dire, de 80%. Par contre, sur les 80%, on rajoute 40 pour ajouter de la valeur. Donc, l'état d'esprit et la méthode et cette approche d'innovation frugale peut être un outil sur le lean management. Super. Merci. Sophie. J'espère que ça a répondu à la question de Frédéric. Oui, merci. Ok, super. Donc, Frédéric Beuvry, monsieur, je vous contacterai après. J'ai pris votre nom. On pourra rester en contact après. Ah, c'est bon, je vous entends. Ouais. Non, je parlais de frugalité. Il faut faire attention parce que dans un gros groupe, quand on dit frugalité, ça ne veut pas dire réduction des coûts, justement. Et au contraire, frugalité, ça veut dire augmentation des coûts parce que ça donne plus de moyens. Et il faut faire attention aux stéréotypes associés grand groupe et profitabilité, etc. C'est pas forcément. Faut faire attention, il faut évoluer. Je suis tout à fait d'accord. Moi qui travaille dans un très très gros groupe, je peux vous dire que c'est pas du tout le cas. Surtout quand on a un groupe qui travaille autour de l'économie d'énergie, etc. Donc c'est beaucoup d'investissement.
Je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je disais que le mot frugal, j'essaie de me battre contre ça. Quand on dit le frugal, ben, ça veut dire économe en anglais. Donc des fois, ça amène des contresens. Et je vous rejoins aussi en disant que des fois, il faut au contraire plus investir sur des projets frugaux. Exactement. Mais peut-être qu'il faut changer frugal. Frugal, c'est un petit côté maigre, pauvreté, anémié. Il faudrait peut-être trouver un nouveau mot. Parce que frugal, c'est un peu un repas frugal. On a tous en tête cette espèce de truc un peu, voilà, un peu maigre. Ben, souvent, en fait, il peut être aussi associé avec le mot sobre, donc sobriété, même si sobriété, c'est plus utilisé pour la sobriété énergétique, pour des processus, en fait. Oui, après, c'est vrai que bon, le mot, là, on commence à l'entendre de plus en plus. Hein, c'est un peu comme le design thinking, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui, entre guillemets, peut-être vendeurs. Après, c'est aussi faire de la pédagogie autour du mot frugal, même si c'est vrai qu'on a forcément en tête cette notion de faire un peu vache maigre. Mais bon, voilà, il y a de la pédagogie aussi à faire autour de ce mot. Si on ne trouve pas d'autres mots, voilà, et après, il y aura peut-être d'autres termes qui vont émerger. C'est pas, voilà. Ce qui est important, c'est surtout qu'on aille tous vers ce type de solution pour avoir pour réduire notre impact environnemental. Quoi. Moi, c'est ce que je vois à mon niveau. Moi, j'avais une réflexion. Tu parles de simplicité. Mais en fait, quand on fait une approche design, on a toujours cette notion de simplicité. Enfin, on a toujours cet objectif d'avoir une expérience utilisateur la plus simple possible. Mais des fois, ça amène une certaine complexité du coup. Si je fais le parallèle avec tout ce qui est application, disons qu'on va amener une simplicité, on va faire en sorte que voilà, le fait de pouvoir manger chez soi, ce soit le plus simple possible en appuyant simplement sur un bouton. Mais en fait, derrière, il y a tout un ensemble de processus qui sont finalement assez lourds, à la fois, je parle en termes d'impact environnemental, entre autres. Donc, est-ce que la frugalité, est-ce que c'est juste pour l'utilisateur ou est-ce que derrière, il y a tout à remettre en cause, quoi. En fait, c'est plutôt le derrière qui a à remettre en cause que pour l'utilisateur. Pour l'utilisateur, pour lui, on veut une solution qui soit mieux. Et pour lui, sur l'efficacité, elle va être, ça se trouve, même mieux, plus efficace. Mais le gros travail, c'est tout le travail qu'il y a derrière pour lui apporter une solution qui soit plus efficace. Et faire simple, c'est compliqué. On peut en parler avec Apple, hein, faire des solutions dites intuitives, voilà, on sait que justement pour les utilisateurs, ça paraît simple, mais on voit qu'il y a derrière, c'est compliqué, premièrement. Et deuxièmement, c'est aussi une des conclusions, en fait, ou une des réactions de l'innovation frugale et de la frugalité au quotidien dans un grand groupe de conception. C'est pas facile de renoncer. On arrive enfin, moi, je constate ça en disant, c'est pas, on veut une solution, au final, qui veut tout? Ou on se dit, ouais, ok, elle veut que ça, mais aussi on va ajouter ça parce que quand même tu comprends, parce que quand même tu comprends. Donc, c'est aussi cet état d'esprit-là en disant une solution plus simple. Peut-être que vous, en design, c'est d'autant plus prégnant, mais avec des profils hyper différents, et ben, en fait, c'est pas toujours évident de se dire oui, d'accord, on est tous d'accord qu'on va augmenter la visibilité, la lisibilité, la compréhension de notre solution si on se focalise uniquement sur ça. Et se focaliser uniquement sur une fonction ou une solution dite très simple, bah, ça peut faire peur au groupe projet, à l'équipe, et donc des fois de faire un peu un no-go ou alors de faire une dilution, ou, voilà, des mauvais ajouts, quoi. Donc ça fait partie des freins et des leviers potentiels qu'on verra après. Ludovic, allez-y si vous voulez intervenir. Oui, j'ai une question étant donné ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on peut considérer que la frugalité peut s'appliquer à n'importe quel domaine commercial, ou est-ce qu'il y a des freins à la frugalité, et est-ce qu'il y a des domaines qu'on peut identifier comme pour lesquels on ne pourra jamais appliquer ces domaines, ce concept de frugalité ou de simplicité ou de facilité d'utilisation? Bah, je pense qu'il y a forcément des domaines qui sont restreints, mais personnellement, moi, comme je suis convaincue par le sujet, j'en vois pas.
C'est-à-dire que même dans l'art, même dans le style minimaliste, par exemple, bah, c'est une sorte de frugalité. Dans les organisations, on peut avoir des organisations qui soient frugales. Dans les services aussi, il peut y avoir plein de choses. Donc moi, je pense que ça s'applique dans plein de domaines différents. Mais le plus dur, c'est l'état d'esprit, quoi. D'accord, merci. Je vois de quel projet tu veux parler, Ludovic. Très bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on peut... Ah si, Annabelle. Bonjour Annabelle, j'espère que tu vas bien. Vas-y, tu peux prendre la parole. Oui, bonjour Johan. Oui, alors moi j'ai une question. En fait, je voulais juste rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit précédemment. Moi, je me posais la question de comment appliquer la frugalité, notamment sur des projets high-tech, de rendre les villes complètement numériques avec les smart cities. Là, je me pose la question, en fait, je suis plutôt dubitative. Donc, que pensez-vous de la possibilité d'appliquer la frugalité sur ce genre de projet extrêmement complexe que sont les villes digitalisées que rêvent tant un certain nombre d'élus, etc. Je pense que les villes digitalisées, c'est un moyen. Et pour obtenir quoi? C'est là où la frugalité peut être intéressante. Et je pense aussi dans la frugalité, vous avez vu le premier slide avec la petite BD là, souvent est associé au low-tech. Et les low-tech, pour moi, ne sont pas incompatibles au high-tech, notamment pour leur diffusion. Comment? Oui, je disais, pardon, tout à fait, c'est assez complémentaire, c'est pas antinomique. Voilà. Donc, moi, je trouve que j'ai pas tout à fait bien répondu à votre question, mais peut-être qu'on pourra y revenir à la fin des exemples. Comme ça, vous me direz si vous aviez vu une meilleure réponse dans les exemples et dans les leviers. Très bien, merci beaucoup. À tout de suite alors. Ok, bah continuons alors du coup Anne-Sophie, si tu as toujours la main, je pense, sur la présentation. Allez, go. Donc maintenant, je vais vous présenter trois exemples qui ont été traités en fait via la frugalité. Ça, c'est pas un exemple, mais c'est pour rentrer un petit peu dans le sujet. Je me suis amusée sur Internet à regarder un petit peu le lien entre le frugal et le design. Et il y a des choses qui sortent qui peuvent paraître plus ou moins décousues, mais sur le sens de l'innovation frugale et de la frugalité, je pense qu'il y a beaucoup de points communs. Donc, le premier, c'est vraiment de l'artisanat pour mettre en valeur les matériaux locaux avec cette espèce de suspension de plantes suspendues qui a détourné en fait des objets pour en créer des nouveaux. La BD qui est en haut, là, c'est la frugalité et le design industriel. Donc, vraiment en empathie sur des aménagements pour aider la vie au quotidien des personnes. Là, ici, par exemple, j'imagine que c'est dans un pays émergent avec des fonctions sur transporter la nourriture, porter, se chauffer, cuire, etc. Il y a aussi un rapport qui a été fait par des architectes sur un bâtiment frugal. Donc, ils parlent de bâtiments frugal, justement sur les énergies, sur la climatisation, sur l'isolation. Il y a plein, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, je ne suis pas architecte, mais de bonnes pratiques. Donc, par exemple, face au réchauffement climatique, ne plus mettre de grandes baies vitrées en façade, mais au contraire de déporter pour gagner de l'ombre et rafraîchir donc les bâtiments. Il y a plein de choses en fait comme ça dans ce guide qui est vraiment intéressant à bouquiner. Et puis après, c'est plutôt de la déco, hein, là des choses qui sont plutôt des déchets qui sont récupérés et qui sont valorisés en termes d'esthétique. Voilà, un petit peu pour brosser un peu le portrait. Maintenant, je vais rentrer plus directement dans trois exemples concrets. Donc le premier, c'est un exemple que je connais bien puisque j'étais avec l'équipe à l'origine du projet. Donc la problématique, c'était de trouver un produit qui permette la cuisson nomade et surtout sans gaz. Donc aujourd'hui, ce qu'on a dans les magasins, c'est une marque concurrente, mais néanmoins amie, puisqu'on la référence, hein, qui s'appelle Camping Gaz. Donc aujourd'hui, on a ça comme solution. Cette solution, elle est bien, elle est pratique, mais pour nous,
Déjà, elle utilise du gaz. Le gaz, c'est un matériau dangereux, donc en termes de logistique, c'est pas terrible. En termes environnemental, non plus. Et pour la partie utilisateur, ben, on a besoin d'avoir plusieurs bonbonnes de gaz à l'avance pour être sûr de pouvoir faire chauffer sa nourriture. Et une fois qu'elle est vide, donc déjà en principe, c'est contraignant, et une fois qu'elle est vide, ben, en général, comme on est dans la nature, on n'aime pas les balancer n'importe où, donc ça génère, il faut la reprendre avec soi pour la déposer dans des lieux particuliers. Ce qu'on voulait aussi, outre cette cuisson alternative sans gaz, c'était ben, une expérience bivouac, c'est-à-dire que les plus chouettes moments en bivouac, c'est le feu de camp. Et donc, on voulait avoir cette notion de flamme. Et on a trouvé en fait une low-tech en collaborant avec une petite asso qui s'appelle le Low-Tech Lab, qui est à Concarneau, qui est une petite asso d'ingénieurs passionnés de low-tech. Et voilà, ils nous ont mis en lumière une low-tech que nous, on ne connaissait pas, qui est les réchauds qui est représenté ici, qui est vraiment bête, hein. C'est 2 boîtes de conserve encastrées l'une dans l'autre. Et quand on met le feu, en fait, au fond de la boîte de conserve qui est au milieu, quoi, là, il y a une combustion qui se fait où il n'y a quasiment pas d'oxygène, donc ça s'appelle une pyrolyse. Puis les gaz de cette pyrolyse montent le long du double réchaud. En montant, ils s'échauffent et les gaz rebrûlent en fait en haut. Donc ces 2 bêtes boîtes de conserve, finalement, elles sont très efficaces et ça permet de mettre plus vite à ébullition 1 litre d'eau que le réchaud avec le gaz, camping gaz du haut. Donc du coup, c'est assez intéressant. Et donc, on s'est dit, bah, ça, c'est plutôt jugade, hein, vous vous rappelez la petite présentation, parce que ça, c'est fait avec un couteau, c'est coupé un peu comme ça. Donc, nous, comment on peut s'inspirer de cette low-tech, qui est assez ancestrale finalement, de ce principe-là, pour en faire, entre guillemets, un vrai produit. Donc, ce réchaud aussi permet d'utiliser moins de bois, évidemment, qu'un feu de bois, plus stable, plus pratique, plus fonctionnel. Donc là, je me suis amusée à vous mettre quelques petites photos des protos. Et c'est vraiment la transparence, hein. Je n'essaye pas d'enjoliver la vérité. Ça nous a pris 4 ans et plus de 7 protos. Donc des fois, la route est longue parce que vous savez que dans les projets, bah, il y a des hauts, il y a des bas, on s'arrête, on reprend, on continue. Il y a des changements, etc., des priorisations. Mais voilà un petit peu comment on a abouti. On s'est toujours accroché sur ce projet-là parce que les utilisateurs nous disaient mais oui, mais moi c'est génial, c'est ça ce que je veux faire. Et puis ben, voilà où on en est arrivé à un réchaud qui utilise toujours ce principe de double combustion. On peut mettre du bois dans la petite trappe là où il est marqué Quechua. En dessous, le petit tiroir, c'est pour vider les cendres. Et au-dessus, vous voyez l'espèce de paille qui traverse la hauteur de l'objet. Là, c'est une paille qui sert de poignée pour déplacer le réchaud au cas où il y ait trop de feu, trop de vent, voilà, en termes de sécurité. Et aussi, cette paille, en fait, on peut l'enlever et venir souffler sur les biraises comme feraient tous les bons scouts. Donc, du coup, ça a répondu à ce qu'on attendait, c'est-à-dire une rapidité de cuisson. 100% bivouac, bah là, on va chercher du bois, on allume le feu. Et puis aussi, nous, on y a ajouté, bien sûr, cette notion que le premier proto-jugat n'avait pas, c'est la notion de sécurité par la stabilité, par les pieds, par le côté on peut toucher le réchaud sans se brûler, par la poignée, etc. Donc voilà un petit peu un exemple. Un deuxième exemple, là je suis toujours sur l'énergie, et ça c'est pas du tout un exemple Décathlon. C'est un problème de conservation des aliments. Donc là, la techno, elle est aussi ancestrale. Vous la voyez sur la gauche. C'est 2 pots en terre cuite avec à l'intérieur des 2 pots, à l'interstice en fait entre les 2 pots, il y a du sable qu'on vient mouiller. Ça s'appelle le frigo du désert, alias Zirpot. Et quand on vient mettre de l'eau sur ce sable mouillé et qui fait très chaud et très sec, ben, l'eau en s'évaporant, elle va prendre les calories qu'il y a à l'intérieur pour s'évaporer vers l'extérieur et créer une différence de température de 8-10 degrés entre l'intérieur du pot et l'extérieur. Donc c'est pas du tout pour conserver de la viande, mais pour les fruits et les légumes, ça marche vraiment très bien. Donc ça existe depuis très longtemps. Et c'est venu d'une contrainte qui était, bah, dans le désert, on n'a pas l'électricité, on n'a pas le frigo. Et donc, c'est des Berbères qui ont inventé cette technologie. Et petit à petit, vous voyez comment on se l'est approprié. Donc, il y a une armoire carrément qui a été faite avec de la terre cuite. Et puis, si je monte là, un bouquin
plus récemment, il y a 2-3 ans, qui est sorti, qui s'appelle Notre aventure sans frigo. Donc c'est venu aussi à un moment d'une tendance de personnes qui veulent vivre en fait autrement, qui veulent, souvent c'est associé aussi au zéro déchet, mais en tout cas on parlait de sobriété, qui veulent avoir un mode de vie plus sobre, voilà. Et donc ça nécessite de rompre avec certains réflexes, qui est de dire bah, on va tout mettre au frigo. Là, c'est de se dire bah, pour conserver les aliments, voilà, par exemple, il peut y avoir ces panières de dire bah, pour conserver les aliments, il ne faut pas toujours mettre au froid, des fois il faut conserver des insectes ou mettre à l'abri de la lumière, etc. etc. Le dernier exemple que j'ai mis en dessous, c'est une glacière qui est sortie par Yeti, donc un des leaders de l'équipement outdoor du bivouac, qui permet de conserver au froid, là on parle de entre moins 20 et 4 degrés quand même, qui permet de conserver cette température-là pendant 1 mois, tellement elle est étanche. Donc le prix, ça vaut plus de 1000 $ parce que créer l'étanchéité, c'est un défi technique incroyable. Mais pour dire que cette techno ancestrale, ce que je veux montrer par ce slide, c'est qu'on a une techno ancestrale d'un côté et d'un autre côté des signaux qui sont plus que faibles et qui sont carrément forts sur cette conservation sans frigo. Ça devient une nouvelle aussi tendance, peut-être même un nouveau marché, en tout cas un nouveau besoin. Et puis vous voyez en fait, d'ailleurs en termes de design, Johan m'a partagé pas mal de ses photos, merci Johan, mais des designers en fait qui se sont appropriés le sujet en disant la cuisine de demain, comment on peut conserver d'une autre manière les aliments. Et la première chose qui est évidemment essentielle, c'est la fonctionnalité. Comment rendre ça fonctionnel? Donc, par exemple, on retrouve ces réflexes de rangement. J'ouvre un placard, j'ai des tiroirs pour conserver mes aliments. La deuxième chose aussi, c'est l'apprentissage. L'apprentissage que tous les aliments n'ont pas besoin du même mode de réfrigération, que le froid n'est pas forcément un réflexe pour tout. Il peut y avoir même, là on a un exemple avec des légumes dans du sable, des carottes dans du sable, mais il y a même des combinaisons entre si on met une pomme à côté des patates, c'est pire que tout parce que l'acide qui est dégagé par les pommes fait pourrir les patates plus vite, etc. Donc, termes d'approche frugale, un autre exemple sur la conservation de l'énergie, ce que ça donne. Et un dernier exemple qui est plutôt un exemple sur le mobilier. Donc là, le point de départ, c'était une volonté très forte par Landmade et cette solution qui s'appelle le roi du nœud, d'aller un peu à contre-courant des mobiliers pour avoir une solution. C'est presque des assets du développement durable, mais de pousser vraiment le trait en disant comment on peut avoir une solution qui soit une des plus vertueuses possibles avec un business model qui fonctionne. Donc, ils sont partis aussi du constat du recyclage en disant, voilà, aujourd'hui, faire cette table, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent avoir des planches. La tendance, ils ont surfé sur la tendance du minimalisme. Et ce qu'ils ont voulu aussi, c'est vraiment être concentrés sur la fin de vie, pour le recyclage de certaines planches, de certaines pièces de bois, mais aussi pour le côté démontable de l'objet. Et ils ont inséré en fait de l'innovation, c'est-à-dire une simplicité de montage. Donc, ce qu'ils proposent, c'est ces plaques. Et ces plaques, les personnes en fait les plient pour en faire des angles, des cornières. Ensuite, on vient emmancher différentes pièces de bois et on vient les visser. Donc finalement, un tournevis, une vis suffit à monter un meuble. Ça ne demande pas des outils incroyables. Ils proposent dans leur business model plusieurs kits. Donc soit en fait vous achetez la plaque, soit vous achetez le kit, soit vous achetez la solution complète. Et le dernier niveau, c'est vous pouvez même télécharger les plans pour imprimer vous-même cette plaque dans le matériau de votre choix. Donc, on voit tout ce qu'ils ont injecté en termes d'innovation par rapport à ce modèle-là, et en surfant aussi sur la vague du concepteur-créateur, où là, c'est les personnes qui font, là, la table, elle a 1 étage, elle a 2 étages. Donc, c'est le hacking, c'est le détournement aussi d'objets, c'est le do it yourself, c'est la création.
Et voilà, j'ai mis à retenir, repenser le mobilier avec le prisme de la frugalité versus les tendances d'avoir quelque chose de... En fait, c'est le style par le minimalisme, si j'ose dire. Je ne suis pas dans designer, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il le revendique. Alors, maintenant qu'on a vu 3 exemples concrets, je vous propose en fait d'aller plus en détail. Oh, pareil, il y a une faute d'orthographe, désolée, sur le design. D'aller plus en détail sur les leviers, en disant maintenant, moi, dans le design, comment je peux approcher en fait la frugalité. Donc, il y a plusieurs parties. Vous allez voir, peut-être que certaines vont vous paraître redondantes, mais à chaque fois, c'est des angles d'attaque pour expliciter concrètement ce que peut être la frugalité. Donc, la première chose, c'est de concevoir très simple. Concevoir très simple, ça peut être concevoir dans un seul matériau, parce que concevoir dans une seule pièce, c'est plus durable, il n'y a pas de jonction, c'est aussi donc plus facile à fabriquer, à recycler. Voilà, ça peut vraiment être une piste de travail à privilégier. La deuxième piste, c'est d'utiliser moins. Utiliser moins de matière, utiliser moins d'énergie, réduire l'usage de la matière au minimum, tout en ayant quelque chose de fonctionnel et robuste, c'est-à-dire de calculer la quantité de matière versus la résistance. C'est pour ça que j'ai mis calculer. Et puis aussi de détourner, c'est-à-dire de s'appuyer sur l'environnement d'usage, parce que cet environnement peut apporter des réponses. Par exemple, j'avais un autre exemple que je ne vous ai pas mis, mais un porte-manteau où une partie s'appuie sur le mur. Pensez aussi que le produit ou l'objet peut lui-même apporter une partie de la réponse. Et s'il n'en a pas, bah, en fait, peut-être que cet élément de réponse peut être apporté par un élément qui est très répandu. Là, sur l'exemple de la boîte à œufs, on voit que c'est simplement en fait une feuille qui a été trouée et contournée pour apporter à la fois de la robustesse, voir l'objet et le protéger. Un autre angle d'attaque, c'est de réutiliser. Privilégier surtout l'utilisation de matières recyclées, recyclables. Donc là, c'est vraiment de penser la fin de vie, de penser, pour revenir au premier slide de ce webinaire sur les matières sont précieuses. Et donc, penser à chaque fois comment le produit il peut être, est-ce qu'il est bien réparable, est-ce qu'il est bien recyclable. Là, concrètement, on va déconseiller des assemblages qui seraient irréversibles. L'exemple que vous voyez à droite, entre la sucrète et le pouce-pouce, ça c'est Ikea qui me l'a donné quand on a parlé ensemble d'innovation frugale, en disant, eux, ils ont mutualisé en fait le réservoir, qui est un réservoir en verre, qu'ils ont mutualisé pour leur objet sucrier et pour leur objet pouce-pouce. Donc sur la partie pouce-pouce, en fait, je ne sais pas comment ça s'appelle, moi je l'appelle pouce-pouce, mais sur le distributeur de savon, voilà, ils ont développé uniquement, j'allais dire, la partie pompe. Voilà ce que ça voulait dire dans mutualiser. On voit aussi, je me permets juste de revenir en avant, que l'exemple de gauche, c'est des dalles de précieuses plastiques. Et on voit aussi que ces produits-là qui sont recyclés, recyclables, ils doivent être encore plus beaux que les objets d'origine. Renouveler, c'est toujours sur la préservation en fait des matières. Donc pensez aux matières renouvelables qui seraient aussi sobres en termes d'énergie. Par exemple, on pourrait aussi utiliser, c'est l'exemple avec le petit chat, mais c'est pas le petit chat qu'il faut regarder, c'est le tabouret, des matières qui sont disponibles localement en grande quantité et qui sont tellement abondantes qu'elles sont quasi gratuites. Donc là, le tabouret, il a été fait, avant j'étais dans le Nord, avec des coquilles de moule. Donc les coquilles de moule, à la fin de la braderie au mois de septembre, voilà, eux, ils récupèrent ces coquilles de moule et ils s'en servent comme composite dans un nouveau matériau. Ils s'en servent en termes de charge, en fait, pour améliorer la résistance. Mais on peut aussi parler, puisque là, on est sur les matières naturelles. Bon, la coquille de moule, c'est naturel, mais au Bangladesh, ils ont une matière qui s'appelle le jute et le lin, qui est tellement abondante qu'elle est quasi gratuite. Et cette matière-là, ils l'utilisent maintenant comme charge pour faire les composites pour les coques de bateau. Voilà, puis là, il y a un autre exemple aussi d'un arrosoir en terre cuite. Un autre levier, c'est l'avant-dernier, qui est économiser.
Donc là, on est encore sur la matière est précieuse et comment on peut optimiser pour essayer de limiter au maximum les déchets. Donc vous avez cet exemple qui est assez visuel sur les baguettes, sur lequel il y a très peu de déchets, mais aussi en habillement. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en habillement, il y a des modélistes qui utilisent le zéro déchet, minimal waste ou zéro waste. C'est-à-dire que vous voyez le rectangle orange, c'est un tissu. Et dans ce tissu, on vient positionner les pièces qui sont nécessaires pour assembler ensemble et former un produit. Et bien en fait, eux, ils pensent d'abord optimisation de ce rectangle pour réduire quasiment à zéro les déchets, les chutes, pour en faire un vêtement. Donc il y a un impact fort en fait sur le style. C'est vraiment très engagé. Mais voilà, c'est aussi dans cette partie économiser les déchets, économiser les chutes. Et puis le dernier levier, qui est un levier presque d'innovation, mais qui est aussi le plus en rupture, évidemment. Penser différemment, accepter d'autres points de vue, prendre du recul et aborder la problématique sous un autre angle. Donc, vous avez un exemple à gauche. Cet exemple, ce n'est pas un sac de couchage, c'est une couveuse. Donc là, dans les pays émergents, au début, ils ont voulu faire des couveuses qui étaient moins chères pour pouvoir en implanter plus. Et ils ont juste oublié qu'en Inde, les femmes n'accouchent pas dans les maternités, mais à la maison. Donc il fallait un objet qui soit nomade. Et j'ai pas dit, mais ces couveuses, bien sûr, c'est pour les enfants qui naissent grand préma et qui n'arrivent pas en fait à réguler leur propre température et qui ont pourtant besoin d'être à 37 degrés pour continuer à se développer. Donc là, ils ont vraiment focusé, ils sont vraiment concentrés sur, en fait, il faut un produit qui permette de maintenir l'enfant au chaud. Voilà. Et ils ont oublié tout le concept de couveuse existant pour se dire on veut créer un environnement chaud autour de l'enfant. Et ça, comment le créer? Eh bien, sous le dos de l'enfant, il y a une sorte, là, comme mon cahier, une sorte de tablette, de blocs de paraffine. Et ces blocs de paraffine, une fois qu'ils sont mis dans l'eau chaude, ils restituent leur chaleur. Ça s'appelle des particules à changement de phase, mais c'est juste des paraffines qui réagissent à 37 degrés. Et donc, en fondant, comme un glaçon, sauf que la température est à 37 degrés, elle restitue la chaleur et elle réchauffe l'enfant pendant 8 heures. Donc voilà un exemple d'accepter d'autres points de vue. En restant très pragmatique, ça veut dire que dans ces exemples qui sont très en rupture, il faut que la problématique soit bien cernée. Et ce qu'on disait tout à l'heure, il faut aussi prioriser en faisant un petit peu le tri de toutes les fonctions et en se disant, OK, on veut prioriser sur rester au chaud. Et comment apporter cette réponse-là d'une manière la plus simple, la plus concrète, voire la plus locale possible. Et donc, de quoi les utilisateurs ont vraiment besoin. Voilà. Et ça peut engager aussi de diminuer un nombre de réponses, un nombre de fonctions. Après, voilà, Johan m'avait dit, je peux répondre oralement aussi sur les facilités ou difficultés d'appliquer l'innovation frugale et la frugalité. Et j'ai décidé de vous parler de cet exemple-là, parce que dans la frugalité, c'est ce que disait tout à l'heure Monsieur Beuvery, il ne faut pas trop simplifier non plus. Parce que là, il y a un exemple qui répond à une fonction qui est s'asseoir. Et on peut aller très loin, en fait, dans la simplification. Par contre, donc là, à droite, hein, enfin, on voit le fauteuil très confortable avec les coussins, on enlève les coussins, on obtient, c'est bon, là, j'ai une seule pièce, et puis bon, bah, finalement, le dos, c'est pas grave, on le met pas, on fait un tabouret, puis il n'y a qu'à faire un coussin. Et comment on peut faire encore plus simplement? On peut faire une sangle. Donc pour info, cette sangle-là existe. Elle a été primée au concours Lépine il y a 2 ans. Donc c'est une sangle qui vient, comme vous le voyez, entourer le dos et le genou. Donc quand on est assis, oui, pourquoi pas, mais ça marche. Hein. On a pas mal au dos. Je vais essayer, c'est vrai, on a pas mal au dos. Par contre, dans nos usages et vous sur la partie design, en fait, dans notre culture déjà, nous, on n'accepte pas trop de mettre les fesses par terre. Premièrement. Et deuxièmement, c'est pas accessible à tout le monde de s'asseoir de cette façon-là, de se lever facilement et de s'asseoir facilement. Donc, tout ça pour dire que le design, il a un rôle essentiel pour dire jusqu'où on peut aller pour simplifier la solution et aussi dans l'acceptabilité, dans le confort et la désirabilité de la solution.
Donc voilà, c'est vraiment un focus que je voulais faire. Voilà. Merci Anne-Sophie. Bah, écoute, ok, super, c'est très intéressant. Enfin, ce qui était bien, c'était de montrer aussi effectivement des exemples en lien avec le design. Donc ça, c'était l'objectif. Moi, du coup, ça m'a fait penser à un produit. Alors, je vais partager mon écran. Un produit que j'ai vu sur LinkedIn il y a très peu de temps, puisque c'était hier. Donc, si je partage mon écran, voilà, ça, vous allez voir. Donc, je pense que tu le vois, Anne-Sophie? Oui. Donc, tout le monde le voit, ok. Donc, c'est une cafetière. Donc, ils ont travaillé, c'est l'agence Entre Autres. J'ai eu Bertrand hier au téléphone parce que pour savoir où est-ce que je pouvais me la procurer. Bon, il se trouve que c'est en cours de réalisation. Donc, ils sont partis sur des systèmes qui réutilisent. Ils ont fait une conception et ensuite ils ont fait donc un travail avec donc 2 designers. Donc, entre autres, en collaboration avec Bolde Design. Et du coup, ils ont fait donc une coque qui est pour le coup assez réussie en termes d'esthétique. Et pourtant, c'est vraiment en mode, là, on va dire que c'est plutôt en mode low-tech que plutôt en mode frugal, puisqu'en fait, si on voulait raisonner en mode frugal, il faudrait qu'on voit peut-être tout le système de chauffe pour consommer le moins d'énergie possible. Là, l'idée, c'était plutôt de réutiliser une solution existante. Et donc là, on est vraiment sur l'utilisation d'une bouteille en verre avec un système de chauffe de cafetière classique. Et ensuite, ils viennent juste faire un package en fait, de leurs produits avec des solutions d'impression 3D et de plaques type smile plastique découpées. Et donc, tout de suite, on a un produit qui est quand même très valorisant avec beaucoup de récup. Je trouvais ce produit intéressant. Et là, c'est vraiment un pur travail de design. Voilà, après, j'ai plein d'autres exemples qui me viennent en tête. Alors moi, ce que je trouvais aussi intéressant dans tes remarques, après on prendra les questions des différents participants. Donc déjà, le Rocking Stove de Decathlon, il sera en vente quand? Alors là, il est disponible, enfin il était disponible cet été, parce que la saison de ces réchauds, c'est plutôt l'été. Il était disponible sur Internet. En fait, c'était un parti pris de se dire que pour plus d'accessibilité, on le rend disponible sur Internet. Et là, il sera disponible à partir maintenant. Donc là, je crois qu'ils ont arrêté. Et il sera disponible pour le printemps dans les magasins et de nouveau sur Internet. D'accord. Ok. Et là, pour le travail qui a été fait en interne avec les designers, donc alors, déjà, ce qui est appréciable, et je pense c'est la chance que vous avez chez Decathlon. Il y a d'autres entreprises, bien sûr, qui ont ces démarches-là. Et je pense qu'il faut que ce soit faut vraiment s'approprier ce type de démarche. C'est le fait d'aller tester sur le terrain. Et ça fait vraiment partie de l'ADN de Decathlon. Et donc, c'est ce qu'on a vu sur tes photos. Hein. Si on peut d'ailleurs revenir dessus. Je vais partager ta présentation. Donc, c'est d'aller sur le terrain, de tester. Et donc, ça prend du temps, comme tu as pu le présenter. Et donc là, l'objectif, pour vous, l'intérêt, ça a vraiment été d'optimiser le produit au maximum, quoi. Oui, et puis, pareil, dans la BD du haut, on parlait d'innovation inversée. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ça va être simple. Maintenant qu'on a identifié cette low-tech, ce principe-là qui est technique, qui est hyper optimisé de chauffe, ça va être simple. Et en fait, non. C'est-à-dire que quand on a commencé à toucher le concept, pourquoi ça a mis autant de temps, c'est parce qu'en changeant la forme, en changeant la forme de l'objet, on s'est rendu compte qu'on avait été trop loin et que du coup, on avait perdu la fonction, on avait perdu l'efficacité du réchaud qu'on appelle double combustion. Donc du coup, on s'est dit, ah bah zut, mais on a mis le curseur trop loin, on sait qu'on est sorti et que ça marche plus. Et donc du coup, il nous a fallu comprendre et apprendre de ce réchaud qui est tout bête sur les hauteurs, sur les largeurs, sur les matériaux, comment ça fonctionne vraiment ce truc-là, pour essayer de se dire, ok, ça c'est notre cadre qu'on doit absolument garder, pour après ajouter de la fonctionnalité. Donc
voilà, c'est aussi l'humilité voilà, qu'on a appris avec ce projet. Et du coup, les designers, enfin, si on parle vraiment plutôt de la partie design, comment ils ont, comment dire, ils ont accueilli en fait cette démarche? Est-ce que c'est quelque chose où ils ont été plutôt enthousiastes, ou est-ce que ça a été, ils se sont dit, oh, ça va être un frein et ça va être compliqué? J'ai la réponse, mais ouais, ils ont été super enthousiastes et le projet, il n'aurait pas duré 4 ans si l'équipe n'avait pas été autant enthousiaste. En fait, à chaque fois, ce qui portait, c'était le sens de faire un réchaud comme ça, sans gaz et donc à bois, et qui soit simple, qui soit beau, qui soit sécuritaire. Enfin, franchement, pour nous, c'est un ovni, hein. On n'a jamais fait un produit comme ça. On n'a pas du tout dans notre gamme d'objets de cuisson. Donc, c'est ce challenge-là et le sens aussi, parce que quand je parlais qu'une solution frugale, elle doit être résiliente, c'est que on sait très bien que ce produit ne sera pas seulement utilisé à des fins de camping, mais aussi l'extension d'usage qu'il y a derrière. Parce que l'histoire de ce réchaud double combustion, c'est aussi des migrants qui sont en Grèce et qui viennent taper dans des oliviers centenaires pour faire cuire leurs popotes. Et donc, ça crée des frictions entre les populations. Et donc, voilà, enfin, peut-être naïvement, mais en tout cas, nous, le sens et les designers se sont accrochés par rapport à ça parce qu'on voulait vraiment sortir le projet. Et pour eux, ça a été aussi une méthode de travail qu'on ne fait pas habituellement, parce que d'habituellement, on part d'un brief. Alors que là, on est venu dire, bah voilà, on veut une cuisson nomade et sans gaz, ok. Après, nous, on avait déjà des idées, on va mettre une plancha, on va mettre un truc, on va mettre un machin. Et un peu en design thinking, on s'est dit, mais qu'est-ce que veulent les gens? Et déjà, est-ce qu'ils sont prêts à accepter de faire un feu pour faire leur cuisson? C'est quand même moins pratique que d'allumer un bouton. Et donc, on a fait une vidéo d'ambiance pour expliquer le projet. Et ce qui est ressorti, avant même de faire un seul proto, c'est que les gens, ils kiffaient le projet et qu'ils allaient s'en servir pour faire d'abord bouillir de l'eau. Et donc, avant même d'avoir fait le moindre proto, on savait que la section, elle serait circulaire, premièrement, et que les gens, ce qu'ils adoraient, c'est ce qu'on pensait aussi, c'est la flamme, c'est voir la flamme. Donc, il fallait voir la flamme, avoir une section ronde et puis utiliser ce réchaud double combustion. Donc voilà, on est venu quand même avec ces 3 contraintes-là auprès des designers. Alors que d'habitude, c'est plutôt presque pas eux qui nous briefent, mais ils dessinent un objet qui soit le plus fonctionnel possible. Alors que là, il a fallu qu'ils prennent ces contraintes en compte, quoi. d'accord. Donc, très bien accueilli côté design et avec vraiment une envie. Je pense que de toute façon, le designer a ça dans ses démarches de toute manière. C'est-à-dire qu'il fait avec les contraintes. Donc, plus il a de contraintes, plus le designer va être bon. Et là, il se trouve que ça apporte quand même des contraintes. D'esprit, en disant que le projet, avec cet état d'esprit frugal, a guidé. Ça, je m'en suis rendu compte quand on a fait la clôture du projet. Les designers nous ont dit cet état d'esprit sur la frugalité, on a essayé de l'avoir en fait à tous les niveaux. Le produit, quand on le voit à la fin, il a le minimum de finition en fait. Mais on voit un élément qui est robuste. Dans le packaging aussi, dans la mise en vente aussi. Enfin voilà, c'est aussi une cohérence sur l'ensemble, quoi. Ok, super. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc là, on va passer à la phase de questions ouvertes. Après, moi, j'aurai quelques autres réflexions à faire par rapport à ta présentation. Donc, n'hésitez pas, j'ai entendu un petit... je ne sais pas si d'autres personnes veulent prendre la main. Moi, ce que j'avais comme autre réflexion, en fait, c'est par rapport à... Tu as montré quelques exemples de produits. Ah, il y a Léonard. Non, je vais essayer de parler Léonard. Léonard Hartmann, bonjour. Allez-y, prenez la parole. Oui, bonjour. Vous m'entendez, c'est bon? Très bien. Ok, super. Du coup, j'avais une question remarque par rapport à la frugalité. J'ai l'impression quand même que pour accepter en fait d'avoir des objets frugaux, donc des low-tech, etc., il faut quand même un peu être dans deux schémas de pensée qui sont se rendre compte de la cause environnementale, qu'on a besoin de consommer de moins de matière, etc., et de réduire un petit peu nos activités et nos utilisations.
et en même temps aussi accepter une baisse de confort ou devoir subir une baisse de confort pour utiliser ces objets. Donc du coup, ma question c'est est-ce que des gens du coup qui ne sont pas dans ces deux états d'esprit pourraient arriver à accepter ce genre de produit? Donc le premier, c'est la baisse de confort, et le deuxième? Le deuxième, c'est comprendre en fait qu'il nous faut des objets qui soient simplifiés et pour des raisons environnementales en fait. D'accord. Bah, sur les objets simplifiés pour un besoin environnemental, ça, en fait, ça peut ou pas impacter l'utilisateur. C'est-à-dire que là, le réchaud reste un réchaud. Enfin, voilà, ou la table qu'on a vue reste une table. Par contre, l'autre point, la baisse, entre guillemets, du confort, ben, je pense que oui, si on compare une solution avant et après, même si les usages sont différents. Si on prend l'exemple de la couveuse, ça peut être considéré comme une baisse de confort, mais en même temps, la solution, elle est tellement plus locale qu'elle peut être euh, utilisée et déployée plus massivement localement. Et donc, cette solution vaut peut-être mieux que la faible accessibilité en termes de distance, de temps à des maternités où, de toute façon, les femmes ne vont pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, une baisse de confort, c'est des utilisateurs différents, en fait. Ok, parce que par exemple, j'ai un exemple par rapport à ça, c'est par exemple les machines à laver entre guillemets low-tech. J'ai vu différents exemples, donc des machines à laver qui utilisaient par exemple des systèmes de vélo ou sinon en Inde, c'était une boîte qui s'appelle Indra, je crois, qui a fait une machine à laver avec une pédale et donc du coup en appuyant sur une pédale, on fait tourner le tambour. Et du coup, pour moi, ces deux utilisations et ces deux applications, elles répondent bien aux besoins, mais je vois personne en France aller taper du pied ou faire du vélo pour laver son linge. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est comme le dernier slide que je voulais mettre en évidence. C'est que je pense que ça correspond peut-être à quelques personnes, enfin une cible marché vraiment étroite, de se dire tu vas oublier ta machine à laver et maintenant tu vas pédaler pour faire du linge. Donc c'est pour ça que dans cette partie cibler l'utilisateur, il y aurait d'autres solutions qui seront peut-être frugales pour, j'allais dire, des populations comme la nôtre, qui seraient plutôt des vêtements qui ont moins besoin d'être lavés. C'est peut-être plutôt là la frugalité pour nous que dans l'objet en lui-même, en fait. D'accord, ok. Ok. Juste une petite dernière question et j'arrête après. Est-ce que vous voyez d'autres low-tech qui pourraient être transformés en produits industriels, entre guillemets, un peu comme ce que vous avez fait avec le poêle que vous avez utilisé pour, ce principe du poêle que vous avez réutilisé pour faire un objet Décathlon? Ben, honnêtement, le frigo du désert, on s'y est frotté. On a essayé de faire une glacière. Donc les glacières, c'est déjà existant, mais une glacière qui soit low-tech et qui utilise justement l'évaporation. On a été hyper loin. On a fait des prototypes qui étaient fonctionnels. Et là, pour reprendre votre première question, ben, on n'a pas été au bout parce que si on utilise une glacière actuellement et notre système de glacière avec l'évaporation de l'eau, ben, ça pose des problèmes de j'ai un produit mouillé dans le coffre, ça salit. Voilà, donc oui, mais ça marche pas en fait à tous les coups. C'est une question aussi de comparaison, comme on disait, par rapport à une solution existante, ou alors pour répondre à un nouveau besoin qui n'était pas couvert jusqu'à présent. Par exemple, j'ai bossé avec Sanofi qui, eux, pour transporter les vaccins, mais transporter dans le dernier kilomètre, quoi, dans les campagnes de vaccination, ben, des systèmes hyper low-tech comme ça, pour eux, c'est hyper intéressant. Et on en a fait chez Decathlon, pour vous donner aussi, on a fait, c'est là le document que je vous ai présenté sur concevoir simple, renouveler, économiser, etc. C'est vraiment un document qu'on a fait pour les designers et qui sert aussi de partie formation sur l'éco-conception. Donc ça, c'est un premier document qu'on a fait.
Et aussi, j'ai fait une partie formation que je donne en interne et en externe, parce que là, aujourd'hui, c'est une présentation, mais après, il y a une formation. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et le dernier point, et je pense à ça pour répondre à votre question, c'est une bibliothèque. C'est-à-dire, quels sont les low-tech, comme le réchaud, comme le frigo du désert, qui, nous, dans notre problématique, pourraient être inspirantes pour nous. Et ça, c'est un truc qui est assez intéressant à faire, même si les low-tech, encore une fois, ça ne marche pas à chaque fois. C'est pour faire cuire, pour rafraîchir, pour s'éclairer. Voilà, c'est des fonctions un petit peu liées à l'énergie. Mais juste de se poser la question, voilà, ça peut être intéressant. Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Allô? Oui. Allô, oui, allez-y. Je suis un peu surpris parce que finalement, dans nos pays, la frugalité, elle n'intègre pas de notion d'effort chez l'utilisateur final. J'entends par là que en fait, celui qui crée le produit va fournir beaucoup d'efforts pour le rendre pratique, etc. Et je pense qu'on pourrait rendre aussi le produit encore plus frugal si on arrivait à faire comprendre aux consommateurs qu'il faut intégrer de l'effort aussi S'il veut consommer, eh ben, il doit faire aussi des efforts. On peut pas, enfin, je veux dire, ça me paraît durable. Voilà. C'est une remarque question. Ouais, j'ai un petit cycle là, j'ai essayé de faire sur le cycle de vie de conception d'un produit. Où sont les briques à chaque fois où on peut mettre de la frugalité? Et il y a une manière qui est aussi de se dire qu'est-ce que l'utilisateur peut faire? Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? Donc par exemple pour le yaourt que je vous ai montré, c'est la distribution en fait. Pour l'exemple du roi du nœud, voilà, c'est je forme moi-même mes cornières et je monte moi-même mon meuble. Donc, sur la partie conception, qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? Et puis après, la notion d'effort, là, c'est plus subjectif. Moi, perso, je suis aussi convaincue, mais c'est... Plutôt pédagogie peut-être. Voilà. Voilà. Voilà, quand on frigo, les exemples qu'on a vus, où on parlait de machine à laver, bon, c'est très domestique, mais on est autour de la maison, donc ça nous parle tous. Mais c'est vrai que ça peut ça peut faire peur en fait, de se dire waouh. Et donc il y a une côté apprentissage de tel légume, les œufs, ça n'a pas besoin d'aller au frigo. S'ils n'ont pas été au frigo, ça n'a pas besoin d'aller au frigo. Il y a les beurriers bretons, on peut conserver de l'eau dans de l'eau, du beurre dans de l'eau, etc. Donc même le zéro déchet, ça demande des efforts. Merci, voilà. Merci beaucoup. Il y a deux types d'efforts. Il y a l'effort effectivement physique, parce que bon, toutes les solutions qu'on met en place, en général, c'est pour nous faire nous donner moins d'efforts possible. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup d'énergie extérieure. Mais après, il y a l'effort financier aussi. C'est-à-dire qu'il y a un effort, il faut effectivement user de pédagogie pour faire comprendre, ce qui n'est pas forcément évident, parce que il faudrait que ce soit accessible à tous, donc à des personnes aussi qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des produits entre guillemets faits par des designers avec une logique plutôt optimisée au niveau de l'utilisation des ressources et de la durabilité du produit. Et c'est vrai que la durabilité du produit est un levier fort en termes d'éco-conception pour la réduction des impacts, pour donc réduire son impact sur l'ensemble du cycle de vie. Mais qui dit un objet durable dit souvent un coût plus élevé, puisqu'on va utiliser des matériaux peut-être plus nobles, peut-être plus résistants. Et donc ça, c'est des économies qui se font sur le long terme et qui sont effectivement des fois un petit peu difficiles à faire passer plutôt que d'acheter 3 paires de baskets par an, j'exagère un peu, mais utiliser une bonne paire de baskets beaucoup plus résistante et puis la garder 10 ans. Donc c'est effectivement des notions auxquelles il faut user de pédagogie. Alors on a une autre question. Oui, on n'a pas les moyens d'acheter bon marché. Oui, voilà, on connaît tous cette phrase. C'est vrai qu'elle marche bien. C'est vrai qu'elle marche bien. Merci. Donc, j'ai une question de Borges, je ne sais pas. Allez-y. Ouais, Johan Borges, en fait, Eddy, donc Eddy Gandreau Borges. Eddy.
Salut. Tu me connais. Ouais, non, en fait, c'est un complément d'idées, un peu de sous-qualité dit et parlé par les autres participants. Et ça répondit un peu sur tout cela. Donc, comme je disais, comme dans nos discussions, je disais, ça fait plus de 100 ans qu'on est dans le développement technologique et dans le marketing de la consommation pour développer tout ça. Donc, maintenant qu'on est en plein essor des technologies, en plein essor de l'idée du confort, du consommer plus et avoir plus et mieux, mais mieux dans le sens dans la richesse, dans le pouvoir d'avoir quelque chose qui a une certaine valeur. Là, dans l'idée de frugalité, on est en train de revenir en arrière, si j'ose dire, sans être péjoratif, mais d'utiliser aussi des ressources des pays en développement, ou même pauvres. Et eux, ils sont plutôt comme à Cuba, au Brésil, ils sont plus plutôt dans la méthode D, dans la débrouille, notamment par manque de ressources, mais aussi des ressources économiques, des ressources matérielles parfois, comme à Cuba, mais aussi des ressources, surtout des ressources financières. Donc, je ne peux pas avoir la dernière Tesla, je prends ma vieille Cadillac et je bricole avec un tuyau, une ficelle, un bout de ficelle, etc. Donc, effectivement, les enjeux pour les designers, c'est pas seulement développement produit, réduire la taille, réduire la matière, mais aussi essayer de convaincre le consommateur d'une façon pédagogique. La pédagogie, c'est ça que je voulais savoir aussi, la question finalement est celle-là. Depuis tout à l'heure, je t'entends parler de pédagogie, où effectivement, il faut faire de la pédagogie. C'est le marketing lui-même qu'il faut y aller. Donc, quelles ressources pédagogiques utiliser pour croire, à part la peur, pour dire voilà, la planète elle va exploser, chaud, la planète va exploser, on n'aura plus de ressources, on n'aura plus de lieux pour vivre, donc il va falloir consommer et faire autrement. Tu vois, donc je voulais savoir dans quel sens de pédagogie, de quelles ressources pédagogiques vos designers, pensez à utiliser, ou c'est un complément dans vos recherches, dans le développement des produits, ou ça ne relève pas vraiment de designer ces genres de ressources. Du coup, Johan, on se partage la réponse? Ouais. Ma conviction, c'est la preuve par l'exemple. Donc, montrer que ça marche en faisant comme ça, montrer que ça plaît, montrer que c'est possible. Dans l'humilité aussi, montrer qu'on peut faire des petits pas et qui soient aussi très efficaces. Donc, c'est le côté positif aussi de la chose, la preuve par l'exemple. Et la deuxième chose, c'est aussi du visual management en fait. Ça rejoint peut-être un peu la preuve par l'exemple, mais quand on disait que la frugalité elle peut être utilisée à différents niveaux, mais de montrer la valeur créée avec le peu de ressources utilisées, c'est pour ça que ça rejoint un état d'esprit et presque des valeurs. Il y en a qui n'aiment pas cette expression, mais moi j'aime cette expression de faire du beurre avec de l'eau et de mettre son expertise au service de quelque chose qui est compliqué. Dans le luxe, finalement, on n'a pas de contraintes. On a toutes les ressources qu'on veut. Alors que là, dans la contrainte, ben voilà, il faut réfléchir, il faut faire. Donc, c'est aussi un challenge, en fait, intellectuel. Donc, je pense que il y a certaines personnes qui vont vous dire, mais oui, c'est ce que je fais tous les jours. Et d'autres qui vont dire, bah oui, mais bon, je vois pas l'intérêt. Donc, je pense que la pédagogie, elle a aussi ses limites et ça ne touchera pas, la frugalité, ça ne touchera pas certaines personnes qui vont pas être convaincues et tant pis. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'on peut faire des choses très simples, très efficaces, très positives. Et puis on y va comme ça, on fait avec ceux qui sont motivés par le sujet. Oui, effectivement, pour faire bouger les choses, il faut déjà être motivé.
Ensuite, sur la question plutôt de l'implication des designers, le rôle qu'ils peuvent jouer en termes de pédagogie, le designer, après, il fait avec le projet qu'il a. Maintenant, effectivement, c'est la pédagogie qui se fait en interne. C'est ce que tu fais, Anne-Sophie, hein, en interne de l'entreprise. Voilà, il y a un référent qui porte cette thématique. Après, sur la pédagogie extra-entreprise, c'est-à-dire auprès du consommateur, là, c'est une communication vraiment d'une entreprise. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on voit émerger de plus en plus, alors le crowdfunding permet ça aussi. On voit de plus en plus de solutions nouvelles où l'utilisateur final peut participer financièrement en achetant, en précommandant. Et ça, je trouve qu'il y a beaucoup de nouvelles solutions qui émergent. Et je pense que, comme tu dis, Anne-Sophie, ça, c'est de la pédagogie par l'exemple. C'est-à-dire que, on va voir naturellement émerger ces nouvelles solutions. Et si les entreprises comme Decathlon, ce qu'ils font sur certains produits, ne prennent pas aussi le train en route, il y a des nouvelles entreprises qui vont émerger, qui vont apporter ces solutions-là. Et donc, c'est eux qui vont remporter les parts de marché, tout simplement. De toute façon, c'est le nerf de la guerre, il est là, avant qu'il y ait bien sûr une catastrophe plus importante. Mais en tout cas, il y a des solutions qui émergent et je pense que c'est effectivement par l'exemple de ces solutions qu'on peut convaincre les gens, quoi. Montrer qu'on peut vivre aussi bien avec des solutions frugales. J'ai un autre exemple, après, je suis désolée, Johan, elle n'hésite pas à m'interrompre pour ajouter cette partie design, mais avec Yves Rocher, qui sont passés en décembre là, à Entreprise à Mission. Et dans leurs objectifs, il y a plein de choses. En fait, leur mission, c'est reconnecter l'homme à la nature. Et ça, c'est leur mission chapeau. Et dans leurs objectifs, il y a plein de choses. Par exemple, agir sur la biodiversité, développer l'agroécologie et développer l'innovation frugale. Il y a aussi un moment où, avec certaines personnes, avec certaines valeurs, ou certaines entreprises qui ont aussi certaines valeurs, ça va être un alignement des planètes. Pour eux, la frugalité, ça va être une évidence. Je pense aussi à notre concurrent et ami Patagonia, où eux, ils font des sports outdoor, ils font des vêtements outdoor, ok, mais eux, il y a un parti pris très fort sur la durabilité et sur l'impact environnemental. Donc cet outil de la frugalité, comme il y en a d'autres, le biomimétisme, etc., pour eux, ça va être une évidence, quoi. Alors que pour d'autres entreprises, je pense aux entreprises de luxe, j'ai rien contre le luxe, hein, mais comme Dior, je pense que ça a moins de sens en fait pour eux. Tout à fait, oui, je suis d'accord. Merci Eddy. Merci à vous. Alors, on a une question de Vincent. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Vincent Lénard, bonjour Anne-Sophie. On a travaillé ensemble. Merci pour ta présentation. J'avais une question sur le réchaud Quechua, en fait, pour aller un tout petit peu plus loin dans la démonstration. Je voulais connaître le prix de vente. Qu'est-ce qui avait été communiqué aux clients, au-delà des bénéfices, mais je voulais savoir s'il y avait une communication qui avait été ciblée sur un axe vraiment usage ou si justement la conception aussi frugale avait été communiquée et quel a été le retour en tout cas des clients. Est-ce que ça a été un succès, un demi-succès, un carton? Quelle est ton analyse sur les ventes qui ont été faites? Ok, ravi déjà de te retrouver là, Vincent. Le prix de vente, il devait être à 29 € et on n'a pas réussi à tenir ce prix-là, donc il est à 39 €. Pour la communication, ce qui a été communiqué, c'est pas la conception frugale, mais c'est vraiment l'usage. Le packaging, ou en tout cas la communication qu'il y a autour, c'est beaucoup parti du feu de camp. Donc on voit des personnes en fait autour du réchaud, la flamme, les chamallows, on est vraiment là-dessus. Et les retours et les ventes, je ne sais pas ce que ça a donné. Je sais qu'à un moment, les ventes a été bloquées parce que pour une question de packaging, pour une question de housse qui n'était pas conforme, qui n'était pas lisible. Donc j'en suis restée là. Mais en tout cas, les enquêtes qu'on en a eues étaient vraiment top. Et c'est ça en fait que je retiens dans le sens où les clients ils nous poussent en disant il sort quand, 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 il sort quand. Donc voilà, je suis désolée, c'est incomplet, mais c'est avec plaisir que je communiquerai les retours clients à Johan pour qu'il vous les diffuse. Ok, merci. Merci Vincent pour la question. Julien Gorias, allez-y. Oui, bonjour, Julien Gorias, je suis designer. Moi, ma question, quand je vous écoute, c'est
est-ce que vous avez déjà pensé à mettre une espèce de label ou de manière pour que l'utilisateur s'y retrouve là-dedans? Par exemple, c'est très personnel, mais moi je vais éviter d'aller à Decathlon en général parce que c'est une boutique qui vend beaucoup de plastique, qui ne vend pas mes valeurs. Allô? C'est pas moi qui ai coupé le micro, hein. Je suis désolé. C'est pas moi non plus. Désolé, mais là, ça... Non, on est ouvert. Hein. Les commentaires, c'est vraiment le hasard. Là. Bon, ben, on reprendra sa question dès qu'il sera revenu. Il a peut-être eu un problème de connexion. On peut prendre la question de Karine Lorang. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien, oui. L'image est un petit peu brouillée. Merci Anne-Sophie pour cette présentation. C'est hyper illustré et c'est très inspirant. Alors, dans ce qui a été présenté, parce que c'est la présentation aussi, ça tourne beaucoup autour de l'innovation frugale appliquée à la construction d'un nouveau produit. Et ce que je me demandais, c'est si vous aviez peut-être un exemple à partager, enfin, en tout cas, si déjà ça s'applique à la notion de construire, par exemple, plutôt un nouveau service ou un nouveau processus, comme on peut avoir la culture des process en entreprise. Est-ce qu'on peut appliquer la frugalité à ce type de sujet? Éventuellement un exemple. Voilà. Alors oui, mais c'est vraiment pas ma spécialité, donc je m'aventure pas dans ce type d'exemple et de service. Par contre, du coup, en explorant en fait la frugalité, je suis tombée aussi sur un réseau de personnes et notamment une femme à Nantes qui ancienne RH et qui aide les entreprises à avoir des processus ou des organisations frugales. Donc c'est pour ça qu'on se renvoie un peu la balle en ping-pong en disant ben voilà, si elle est plutôt sur les services et moi plutôt sur les produits. Mais alors si je me souviens d'un exemple, c'était vraiment un exemple d'organisation à l'intérieur d'une usine. Où c'était quoi? C'était l'organisation en 3-8 d'une usine qui posait problème. C'était une entreprise avec une PME, avec des profils de personnes, de salariés qui étaient de cultures en fait très différentes. Donc ça, c'est en creusant le truc qu'elle a constaté ça. Et elle s'était rendue compte que... et donc voilà, il y avait un problème et ils voulaient frugaliser les organisations. Mais derrière le mot frugaliser, il y a ce que j'ai pas parlé là vraiment, mais dans la formation on le voit plus, c'est que dans la frugalité, on traite aussi souvent d'un insight culturel qu'on prend en tant que tel comme un vrai insight d'usage. Et donc il y avait un problème aussi culturel entre les personnes de cette entreprise qui faisait qu'ils n'arrivaient pas à travailler tous en même temps sur des horaires communs et aussi un problème de compréhension tout simplement. Et donc elle a mis en place un système d'aide entre certaines personnes qui parrainent d'autres personnes, qui donnent des cours de français entre midi et 2 et d'autres personnes qui partagent leur expertise sur un autre sujet. Enfin, je suis désolée, l'exemple il est flou, mais en gros, c'était vraiment se servir. Ça s'appelle l'approche effectuelle, à l'inverse de l'approche causale. Dans les organisations et les services, c'est un levier qui est utilisé pour arriver à la frugalité. Concrètement, si je donne un exemple, c'est vous invitez des gens chez vous, donc dans un autre contexte sanitaire, hein, y a deux façons de faire. Soit vous prenez une liste et vous dites, bah voilà, il me faut, je veux faire un apéro, donc il me faut, je sais pas, des tomates, du fromage, nanana, et vous faites une liste, et vous allez chercher une liste et vous réalisez les préparations, ou voilà. Ou bien, vous vous dites, j'ouvre le frigo, et qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai dans le frigo? Ou alors, je demande à mes invités d'apporter tel et tel truc, et on va cuisiner ensemble. Donc voilà, en gros, si je lève le voile sur un peu ce qu'elle fait, c'est plutôt ça. D'accord. En tout cas, ça a le mérite d'exister, donc c'est possible d'aller piocher des idées en tout cas. Merci, hein. Merci beaucoup. Après, c'est les compétences des ergonomes hein, qui ont sur tout ce qui est mise en place d'organisation le plus optimal possible. Voilà, les ergonomes ont ces compétences-là, donc on pourrait faire un webinaire ergonomie et frugalité peut-être, ou d'autres compétences. C'est aussi lister les matériaux ou lister les compétences qu'il y a autour de la table pour pouvoir les détourner dans un autre usage en fait. Derrière, c'est ce hacking
qui est là, en fait. Oui. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, ça donne une piste vraiment chouette. Ouais. Cool. Bon, super. Merci beaucoup pour la question. Merci. Merci beaucoup. Du coup, on revient à Julien. Désolé, Julien, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est moi, j'ai été coupé, mais c'est parce que j'ai dit du mal de Decathlon. Voilà, c'est ça. C'est automatique. Il y a l'intelligence artificielle. Voilà, non, j'aime beaucoup Decathlon, c'est une super boîte et je vous remercie de votre présentation. Bon. Je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est comment faire pour, je veux dire, donner ce. J'allais dire, j'aurais jamais imaginé que vous auriez eu cette démarche pour Decathlon pour faire un réchaud. Parce que j'ai une image négative et je suis désolé, j'espère que je ne vais pas être désactivé. Non, mais j'ai une image, globalement, je me dis c'est très made in China plastique, mais vous avez fait une super démarche pour ce réchaud. Comment on peut indiquer aux utilisateurs une espèce de label? Alors, je sais qu'il y en a plein, il y a plein de trucs dans tous les sens, mais comment il y a les entreprises B, vous parlez de Patagonia, il y a le Cradle to Cradle, il y a tous ces trucs-là. D'ailleurs, il n'est pas sur votre éléphant, mais je pense que vous y pensez. Comment on pourrait un peu harmoniser nos violons pour aider cette pédagogie dont on parlait? Est-ce que vous y avez déjà pensé ou pas? Moi, dans la vision en fait que j'ai proposée à Decathlon de l'innovation frugale, ça aurait pu être une vision qui va et je rêve d'un tampon frugalité sur les produits. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Moi, ma vision, c'est que il y ait plus d'équipes, qu'il y ait plus de personnes sur la frugalité, mais qu'il y en ait plein directement dans les équipes. Et pour répondre à cette question de label, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, le label qui est le plus référent en fait sur le sujet, c'est Bicorp. Et je pense que la frugalité, comme d'autres leviers, peut être un moyen d'obtenir cette certification. Cette certification, elle commence à être connue par les clients, par les utilisateurs, d'une part, et d'autre part, il y a un vrai enjeu pour les entreprises qui est d'employabilité. En disant, comme vous avez une perception en fait négative de Decathlon pour le Made in China et pour le plastique, et pour les jeunes générations qui vont intégrer notre entreprise, potentiellement, Bicorp, ça peut être aussi un choix. En disant, les jeunes talents, ils vont chercher des entreprises qui correspondent à leurs convictions et donc qui sont labellisées Bicorp. Donc voilà, pour moi, la façon de le revendiquer, c'est si on parle d'un label, pour moi, le label le plus connu, c'est celui-ci. Et deuxièmement, moi, je crois encore une fois à la preuve par l'exemple, aux petits pas. Et puis, voilà, ça va se faire petit à petit. Nous, on est plutôt dans la catégorie mammouth, pour reprendre la présentation et dans les images. Et voilà, ça va se faire petit à petit. La vision de notre service packaging, c'est zéro packaging. Donc voilà, après le retour au local, etc., comme tout le monde, on essaie. On communique pas. Pour moi, on communique même pas peu, mais même pas du tout. Parce qu'on a tellement peur d'être accusé de greenwashing que des fois, on passe des moments et des moments incroyables à réfléchir ou à proposer, comme par exemple le frigo du désert, à proposer en proto, à réfléchir, puis en fin de compte, on se dit, non, finalement, c'est pas pratique, donc on le fait pas. Donc, bon, voilà. Je n'ai pas d'autre réponse que celle-là. Après, il y a un autre moyen de mesurer ça. Enfin, en fait, l'objectif final, c'est de réduire notre impact. Alors, je sais que c'est un peu des usines à gaz, mais il y a tout ce qui est les travaux sur l'affichage environnemental. Oui. Donc ça, à partir du moment où on a un travail une démarche de frugalité, ça devrait se ressentir sur cette étiquette. Oui, mais cette étiquette, elle est surtout sur les objets électroménagers, elle n'est pas sur... Non, il y a des travaux sur d'autres produits. Ouais. Oui, nous, elle est aussi sur tous nos produits, même textiles. Ouais. Après, moi, pour avoir travaillé dans l'ameublement, ce n'est pas encore sorti, mais il y a beaucoup de travaux sur cette étiquette. Et il y a même des travaux au niveau européen, donc du coup un peu plus restreint, avec des produits phares, effectivement. Mais là, c'est plus un critère énergie, puisque sur tout ce qui est électroménager, c'est purement une efficacité énergétique qui est affichée. Mais c'est vraiment le résultat d'une analyse de cycle de vie simplifiée, certes, mais avec des bases de données existantes. Entre autres, je vous encourage à aller voir Base Impact. Base Impact, c'est l'ADEME donc, qui a sa propre base de données. Et donc, l'affichage environnemental, en tout cas français, est basé sur cette base de données-là et ces méthodes de calcul. Donc, voilà, c'est en tout cas des travaux qui sont en cours, qui vont être de plus en plus visibles normalement, même si c'est un peu une usine à gaz, ça reste intéressant.
Merci Johan, merci Anne-Sophie. De rien. Je retournerai chez Decathlon. Pour acheter le réchaud au moins. Ludovic, tu avais encore une question. Je ne sais pas si tu m'entends, Ludovic. Voilà, ça y est, je viens d'activer mon micro. J'avais une question pour rebondir sur l'intervention de Karine. En fait, on a vu des objets sur la frugalité qui étaient conçus. On a parlé de la frugalité dans les entreprises ou dans les méthodes de travail. Mais j'avais une question sur les produits existants qui n'avaient aucune autre fonctionnalité, enfin qui n'avaient pas de fonctionnalité dans le beau, mais simplement des fonctionnalités pratiques ou pratico-pratiques, comme on parlait de la machine à laver justement. Est-ce qu'il y a réellement un intérêt à aller vers la frugalité pour des appareils ou des objets qui n'ont aucun intérêt dans le beau, mais qui sont simplement des objets pratiques du quotidien qui nous facilitent la vie et qu'on cherche généralement à cacher le plus possible. Donc, est-ce qu'il y a l'intérêt à aller vers la frugalité, vers des choses déjà existantes et qui n'ont pas d'intérêt en termes de design? Alors, pour moi, il y en a deux. Le premier, c'est réduire l'impact environnemental, comme on en parle un petit peu depuis le début, de repenser cet objet pour réduire son impact environnemental par les process, par les matériaux. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est, on parlait aussi tout à l'heure de lean management, de réduire les coûts. Donc moi, cette démarche, je l'ai découvert en repensant un sac à dos. Alors, vous voyez, pour vous dire, et on était face à l'augmentation des coûts de main-d'œuvre en Chine, et nous, on voulait que notre sac à dos continue à faire 5 €, et on s'est dit, là, on ne va pas y arriver. Donc, pour ça, il y a plusieurs moyens. Soit on va dans des pays dans lesquels la main-d'œuvre est moins chère, et on n'avait pas trop envie de faire ça. Et donc, on s'est dit, du coup, on va essayer de fabriquer de manière moins chère, mais pour faire réduire le coût main-d'œuvre, comme le produit était cousu et qu'il y a un homme égale une machine, on va essayer de mettre moins de couture. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être utilisé pour la partie éco-conception et sur la partie coût, soit pour garantir le ratio valeur-coût, quand le coût augmente, des coûts cachés, des choses comme ça, pour continuer à vendre au même prix, ou alors on réduit le coût. Ça est déjà arrivé sur un vélo aussi, sur un VTT junior. On avait 3 innovations à placer, qui est l'ajustement de la fourche, la selle gonflable et la dernière, j'ai oublié. Et donc là, on avait le coût de ces 3 innovations et on voulait que le VTT, il sorte toujours à 75 €. Donc là, du coup, on a frugalisé, si j'ose dire, le reste de la conception du vélo pour se permettre d'ajouter 3 innovations. D'accord, mais est-ce que la frugalité s'entend toujours? Là, systématiquement, ça a l'air d'être un critère qui est soit c'est trop cher, soit on veut faire beaucoup moins cher. Et cette notion d'argent, elle est systématique dans la frugalité. Je vous ai parlé de ça parce que vous me parliez de produits existants. Donc, du coup, j'ai rebondi en disant sur les produits existants, si ce n'est pas esthétique, l'intérêt peut être environnemental ou coût. D'accord, d'accord, d'accord. Vous pensiez à d'autres choses, à autre chose peut-être? Moi, non. Mais sinon, moi, ma conviction, c'est que l'innovation frugale, ça sert à innover, donc à créer des produits qui n'existent pas, en fait. D'accord. De manière frugale. Oui. Donc, c'est toujours vu en termes d'innovation, mais un produit fonctionnel qui n'a pas d'évolutivité particulière, il n'y a pas d'intérêt à le retravailler, hormis pour l'aspect environnemental ou pour gagner plus d'argent, à le retravailler pour faire du frugal. Oui, voilà, c'est l'état d'esprit qu'on a dans la conception et dans l'innovation frugale. On peut l'adapter dans d'autres contextes qui sont effectivement la réduction de l'impact environnemental ou la réduction des coûts, même si sur ces deux plans-là, il y a d'autres leviers qui sont aussi efficaces, comme l'éco-conception, l'analyse du coût de la valeur, le lean management, l'analyse fonctionnelle, etc., etc. D'accord. Ok, j'ai mes réponses. Merci. Merci, Ludovic. Alors, si on n'a plus de questions, je pense qu'on va terminer le webinaire. Donc, merci Anne-Sophie. Merci à vous. Annabelle a une question. Annabelle, vas-y. On t'écoute. Active juste le micro.
sais pas si je peux activer ton micro. Bon, on t'entend pas, Annabelle. Pardon, je parlais dans le vide parce que j'avais oublié de désactiver le micro. Pas de souci. Alors, je recommence. Alors, donc, moi, je voulais rebondir sur le coût. Alors, je suis évidemment convaincue par la réduction du coût environnemental, cela va de soi. Moi, j'avais une question sur le coût de réalisation, c'est-à-dire le temps passé dans la conception, dans la recherche, etc. En tout cas, dans l'éco-conception, est-ce que ça a un coût qui est beaucoup plus lourd que la réalisation d'objets non éco-conçus? C'est une question que je me pose parce que là, par exemple, pour le réchaud, j'ai adoré cet exemple de réchaud avec le feu, je trouvais ça génial. Alors, vous avez mis plus de 4 ans. Donc, apparemment, il y a eu des pauses, des reprises, etc. Est-ce que le coût du projet permet de pouvoir continuer à éco-concevoir? Parce que j'ai l'impression que le coût du projet me paraît assez impressionnant. Alors, peut-être que c'est une idée préconçue, mais voilà, je voulais savoir. Ben là, effectivement, j'ai montré un exemple qui était assez extrême, hein. Par exemple, l'histoire du sac à dos, on a permis de passer le prix de vente de 5 € à 3 €. On a vendu plus de 400% de plus et on a réduit l'impact environnemental de 30% de modèle à modèle. Après, c'est toujours la schizophrénie de se dire on a réduit l'impact environnemental, mais on en vend 400% de plus, donc voilà. Et le produit, il est plus beau, il est moins cher et ça a été vachement plus vite. Donc en fait, ça dépend des projets. Pour ça, je trouve, après avoir travaillé sur plusieurs projets, je trouve qu'il n'y a pas de composante spécifique en disant ça va coûter plus cher ou ça va coûter moins cher. Pour moi, c'est toujours des projets d'exploration qui sont en innovation. C'est-à-dire qu'on n'est pas en rétro-planning et on est en planning. Peut-être qu'on peut rater, peut-être voilà, c'est toujours un risque qu'on prend. Vraiment comme en innovation en fait. Et encore une fois, comme en innovation, ce qui a fait tenir l'équipe, c'est le sens du projet et sa valeur ajoutée pour la marque, pour le sport. En disant, nous aujourd'hui, un produit comme ça, on n'en a pas. Les études, les enquêtes nous ont persuadé que oui, il faut y aller. Et donc ça, je trouve que c'est pas spécifique en fait au frugal. Et par contre, quand on réussit, en général, c'est un succès qui compense les échecs. Oui, j'aime beaucoup cette conclusion finale. Le succès vient de compenser les échecs, les tests et donc le temps passé, quoi. C'est une belle récompense. Merci Voilà. beaucoup. Merci Annabelle. Alors, une dernière question de Salim. Allez-y, Salim. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Alors, je me demandais en fait pour l'instant, vous adoptez la frugalité dans la partie de conception. À quel point, et je sais que ça doit être difficile pour le mammouth pour lequel vous travaillez, mais à quel point vous allez pouvoir aussi continuer cette idée de frugalité jusqu'à la fabrication et la distribution? Parce que je reviens un peu sur ce que je disais. Là, pour l'instant, vous êtes beaucoup sur le processus, mais ça ne change pas le gros du travail aussi. Et puis là où il y a de l'impact environnemental sur les matériaux que vous utilisez pour produire ou sur la façon de distribuer. Voilà, donc jusqu'à quel point, dans ces gros paquebots, on peut aller pour coller à cet idéal de frugalité? Bah, je dirais que sur la partie fabrication, on impacte déjà, puisque comme on est concepteur, même si on n'a pas ou très peu d'usines en propre, notre cahier des charges impacte fatalement en fait la fabrication. Après, il y a aussi tout un volet sur la partie développement durable où on va même demander à nos fournisseurs d'avoir des énergies plus propres, etc. Bon, donc la fabrication aussi, quand on dit qu'on va utiliser tel matériau ou qu'on ne va pas faire d'assemblage irréversible, on impacte déjà pour moi la fabrication. Mais l'enjeu exactement, c'est la distribution. La distribution, qu'elle soit, là on a fait des POC sur la partie location de matériel de tente, la distribution de dire, imaginez, demain vous n'allez pas acheter un t-shirt, mais vous allez acheter un kit, ben voilà, je ne sais même pas si les gens le feront eux-mêmes, ou
le local, on en parlait tout à l'heure. Là, on est en train d'essayer de penser une panoplie outdoor qui soit en local. Donc, local, c'est pas la France, mais c'est l'Europe. Après, c'est pas l'Europe de De Gaulle, mais c'est nos voisins, c'est l'Italie, l'Europe, la France, etc., dans ce bassin-là de voisins. Donc, l'enjeu, effectivement, il est vraiment sur la distribution et sur le business model qui soit duplicable et rentable. Quand on parle d'open innovation, à quel point une entreprise, à quel point on est prêt à ouvrir nos plans. Par exemple, on l'a fait pour l'Easy Brace pour avoir des respirateurs, pour la partie haute, en fait, de détourner ça et d'ouvrir nos plans à des fabricants, à des imprimeurs 3D pour qu'ils puissent adapter cette partie haute et combler le manque de respirateurs. Mais dans l'open innovation, à la fois, c'est le challenge de l'entreprise, quoi, entre la vocation et puis pour que ça reste pérenne, il faut que ce soit aussi rentable. Donc, on est en train de plus en plus, et ça, c'est pas que moi et Sophie, hein, heureusement d'ailleurs, mais on essaie de plus en plus de poser des petites pierres pour aller vers un nouveau mode de distribution. Aujourd'hui, les gens n'achètent pas forcément toujours en magasin, bien au contraire, mais plutôt sur Internet. Donc, ouais, l'enjeu par rapport à ça, il est énorme. Il est énorme. J'ai pas répondu, mais j'ai juste confirmé sur la partie distribution. Voilà. Oui, très bien, merci. Je me demandais que ça devait être aussi beaucoup plus compliqué aussi au niveau des matériaux, parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, pour que le modèle il puisse se répéter, il faut qu'on puisse produire à un coût qui soit aussi acceptable, et que c'est pas notamment le cœur de métier de Decathlon. Decathlon, ça rend les produits de sport justement accessibles. Il faudrait pas qu'un réchaud en changement de matière devienne beaucoup plus cher et donc du coup soit impossible à la vente. Donc oui, vous avez plutôt bien répondu à la question. Et pour en rajouter une louche, et pour le côté local, et pour prendre le petit exemple du sac à dos, ce qu'on rêverait de faire, en fait, c'est de concevoir un objet et de garantir, en fait, certains assemblages pour garantir la robustesse. Mais peut-être que ce sac à dos, en fonction des pays, en fonction des pays, il peut peut-être être confectionné avec des matières différentes. Bon, merci beaucoup Anne-Sophie. Je pense qu'il n'y a plus de questions. On a fait, voilà, on est arrivé au terme du webinaire. Donc, écoutez, j'espère que ces réflexions vous auront intéressé, qu'elles vous donneront envie d'aller plus loin dans cette démarche de la frugalité. Et n'hésitez pas donc, à contacter Anne-Sophie Claire ou moi-même, au Design Spot, pour que voilà, on aille plus loin dans cette démarche. Merci à tous. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.